Tu peux rendre ça joli? Tu peux faire l'UX. Tu peux ajouter un effet waouh. Ça vous parle? Levez la main si vous avez déjà entendu une fois cette question. Ah ouais, attendez, on va faire un autre exercice. Levez l'autre main si vous les avez déjà tout entendu. Ok, moi je pense que ça va vous parler du coup ce que je vais dire. Parce que moi aussi, en créant l'équipe design dans une entreprise de plus de 150 ans, mais en discutant avec d'autres designers en entreprise, chez les GAFA, en start-up, quand je dis GAFA, c'est Google et compagnie, je me suis rendu compte qu'on est beaucoup à partager ce genre de frustration. Parce que nous, ce qu'on aimerait, enfin le rêve, c'est qu'on nous dise « tu peux rendre ça utilisable, on peut faire l'UX ensemble, tu peux me dire ce qui ne va pas ». Eh bien aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Pour vous aider à influencer votre environnement, que vous soyez designer junior, confirmé senior, ou pas designer, mais convaincu de l'approche du design, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc, pour faire du design stratégique, il vous faut une stratégie. Et j'ai un secret, je ne sais pas si vous reconnaissez Détective Pikachu, c'est que je ne suis pas une UX designer, j'ai commencé côté business, côté métier, en finance. J'ai travaillé à Paris, à Hong Kong, à Londres, d'ailleurs je suis toujours à Londres. Et en fait, j'ai fait partie des gens pour qui on design des solutions aujourd'hui. J'ai souffert des mêmes outils et j'ai pu par le passé même, je pense, dire les mêmes choses parce que bon, faut pas se le cacher, à l'époque c'était cool d'avoir des écrans compliqués. D'ailleurs, en avoir 8, c'était même le must, le net plus ultra. Et vous dites peut-être que je vais vous dire, par exemple, le top 5 des phrases à dire pour que vous déroule le tapis rouge, une formule magique. Non, en fait, parce que c'est un problème complexe. Et nous, en tant que designer, donc ça non, en tant que designer, on a quand même des outils pour appréhender ces problèmes complexes. Et je vais plutôt vous parler de comment on reconnaît les différents types de problèmes pour agir dessus. Et donc, avec le temps, de la recherche et de l'observation, je me suis rendu compte qu'il y a 3 types de profils. Je vais vous les présenter. On a tout d'abord Jean Lostil, le design, pourquoi faire? Ensuite, on a Paul le méprisant. T'es juste ce designer, non? Bon, va faire les écrans là-bas. Et puis, on a Audrey la manipulatrice. Grâce à toi, l'écran, il va être sexy. Et donc, pour ces 3 types de personnes, je vais vous expliquer comment on a compris le problème et partager 3 stratégies qui marchent, en tout cas qui ont marché pour nous et que vous allez pouvoir réutiliser. En tout cas, c'est mon but aujourd'hui. C'est parti. Jean Lostil. Donc, c'est la personne qui dit « tu peux rendre ça joli ». Il dit aussi « pourquoi parler aux utilisateurs? Mais je sais ce qu'il leur faut ». Et le logo, mon logo, je peux l'avoir en plus gros? Vous travaillez avec des gens? Ouais. Très bien. Et bien en fait, le problème de Jean, c'est un problème de culture. En fait, il n'a pas d'approche centrée utilisateur dans son modèle mental. Et pour le reconnaître, enfin pour reconnaître les gens comme Jean, c'est très facile. Ils ont tendance à penser que les problèmes viennent de l'utilisateur. Donc plus d'erreurs égale plus de formation. C'est comme ça d'ailleurs, plutôt comme ça, qu'on se retrouve avec tous ces supports de formation. Parce que pour Jean, comme son métier est complexe, c'est normal que les écrans soient compliqués, et c'est à l'utilisateur de s'adapter aux écrans, pas l'inverse. Enfin, au système du coup. Il y a un deuxième effet, c'est que Jean, souvent, il est manager. Et aux managers, en général, en tout cas traditionnellement, on leur demande de savoir tout expliquer. De savoir vraiment expliquer les tendances, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc, dire qu'il ne sait pas ce que veulent les utilisateurs, c'est une faiblesse. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop, en fait, se référer et qu'ils prétendent tout savoir. Et néanmoins, pour faire avancer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, le réflexe, c'est ça. C'est de se tourner vers des grosses études avec des gros chiffres. Mais changer de modèle mental, c'est dur. Quand est-ce que vous avez changé d'avis la dernière fois sur quelque chose d'important? Un sujet de fond, pas ce que vous vouliez manger à midi. On n'aime pas changer d'avis parce que ça crée de la dissonance cognitive. Mais il y a quand même des stratégies. La première, c'est le pied dans la porte. Vous connaissez peut-être. Vous oubliez tout ce qui est jargon, grosse étude, etc. Vous posez des petites questions naïves. Commencez petit. Par exemple, à un moment calme, vous allez lister toutes les actions dans une page pour faire ressortir celles qui sont en double, voire en triple. Puis petit à petit, vous allez demander plus. Passer plus de temps avec les utilisateurs,
pourquoi pas, à la fin même, les inviter à des ateliers de co-conception. La deuxième stratégie, c'est l'effet de groupe. Ça, c'est la tendance qu'on a tous d'ailleurs, à imiter le comportement des gens qui sont comme nous, proches de nous en tout cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve tous dans les mêmes destinations vacances, que nos amis en tout cas. Eh bien, vous pouvez utiliser cet effet-là sur gens, en citant par exemple la concurrence ou dans un département voisin, le projet de Bob, qui a fait une session de retour utilisateur. Ça s'est super bien passé, pourquoi on ne ferait pas la même chose, voire en mieux? Et donc, peu importe si Jean est vraiment convaincu par l'approche, il faut qu'il ait peur d'être laissé de côté s'il ne le fait pas. Dernière stratégie. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le nom d'une stratégie, mais moi, je l'utilise tout le temps et ça marche du tonnerre. La technique du crabe, c'est le pas de côté. Hop. C'est-à-dire que pour Jean, on n'y va pas en frontal. Parce que si on y va en frontal, bah, il va se braquer, c'est normal. Par contre, vous pouvez trouver quelque chose dont lui souffre en tant qu'utilisateur. Et en transférant l'explication, ça va vous permettre en fait de sortir de l'émotionnel et d'être beaucoup plus rationnel. Il se trouve qu'à la Société Générale, j'ai trouvé l'exemple qui marche à tous les coups. Donc, alors, il va falloir imaginer, hein, mais c'est une application qui sert à demander des accès à des applications sensibles. Et c'est quasi du bizutage pour tous les nouveaux collaborateurs, avant qu'on arrive. Hein, parce que les actions étaient cachées, mais pire, les confirmations aussi. Et on pouvait passer 2 semaines en pensant avoir envoyé notre demande, et en fait, on n'avait pas cliqué « Envoyer la demande » parce que le bouton était caché. Il fallait scroller en bas de la page pour le trouver. Et quand je parle de cet exemple-là, eh ben, tout le monde en souffre, et y compris les managers. Et quand j'en parle de ça, ils pestent. « Oh là là, si seulement on m'avait demandé !» Bah oui, du coup, il faut demander aux utilisateurs. Pour conclure sur Jean, c'est un problème de culture. Donc on ne l'agresse pas, on y va mollo. On va parler maintenant de Paul. Paul le méprisant. Donc Paul, c'est la personne qui dit « Tu peux faire l'UX ?» Ce qu'il dit aussi, c'est « Bon, fais juste une revue, hein, ça ira. » Il dit aussi « Sinon, c'est quoi ton logiciel? Je peux essayer ?» Je pense que vous travaillez aussi avec des Paul. Donc le problème de Paul, en fait, c'est un problème d'organisation. Il y a un conflit dans la gestion des ressources et des projets. Et donc lui, en fait, il comprend l'UX, mais il ne sait juste pas trop comment en fait, le mettre dans son process, en général agile, un peu au début, un peu à la fin, parce qu'on ne peut pas juste embaucher quelqu'un vite fait, former quelqu'un ou prendre un alternant. Et donc sur ces problèmes d'organisation, il y a même un gros mot que je vais vous montrer. Ça s'appelle la différenciation organisationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la tendance qu'on a tous à se monter les uns contre les autres dans une organisation parce qu'on est tous séparés par la division du travail. Ça semble un peu théorique, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé l'exemple parfait sur Internet que je vais vous montrer. C'est une matrice de perception. Développeur, designer, chef de projet. Quelqu'un a déjà vu cette matrice? Ah, très bien. Alors, vous savez que sur la diagonale, il y a comment les gens se perçoivent. Développeur, scientifique hors pair. Nous, Steve Jobs, ça. Chef de projet, régisseur du monde. Et ben, du coup, sur les autres cases, c'est tout de suite moins flatteur, hein, parce que nous, souvent, on est pris comme des incompétents ou comme des peintres en décoration. Et vous plaignez peut-être d'être mal considéré. Bah, c'est la même chose pour les autres, hein, parce que le designer, c'est vu comme ça, ou comme ça. Et du reste, le chef de projet. Et puis nous, comment on le voit? Ouais, comme ça. Bon, en bref, c'est ça la différenciation organisationnelle. Chacun voit midi à sa porte et ignore son voisin. Et je peux vous garantir, parce que j'ai posé la question en préparant en fait, cette présentation, que c'est comme ça dans toutes les industries. J'ai des amis dans l'aéronautique et j'ai des amis en archéologie. Ils m'ont montré les mêmes matrices. Alors, pas avec les mêmes gens, hein, et j'ai rien compris. Parce que pour moi, en fait, j'ai vu que des ingénieurs et puis que des archéologues. Je ne savais même pas en fait, que des archéologues pouvaient se monter les uns contre les autres. Et bah, du coup, quand même, pour faire des services à haute valeur ajoutée, on a besoin de tout le monde. C'est juste une évidence. Donc, comment on fait? Eh bien, il vous faut des facteurs d'intégration. Donc, la première stratégie... Oh, excusez-moi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup, nous, on est peut-être juste tous des webmasters. Parce que du point de vue externe, eh bien, développeur, designer ou chef de projet, au final,
les gens qui ne sont pas dans le web ou dans la tech ne voient pas la différence. Vos parents, vos grands-parents, par exemple. Eh bien, la première stratégie, c'est la standardisation des procédés. C'est-à-dire que vous devez acter votre méthodologie et noter ce qui est important. Ça va vous protéger des pressions externes. Et le prochain projet qui voudra aller trop vite, ne pas faire, par exemple, des sessions de test utilisateur, eh bien, vous lui direz qu'il est hors process. Et le fait de dire qu'un projet est hors process, bah, tout de suite, ça rend les gens plus conciliants. Parce que normalement, en tout cas, personne n'aime être hors process. La deuxième stratégie, c'est la standardisation des qualifications. Vous listez, alors ça peut sembler un peu lourd, hein, mais vous listez toutes les compétences et les tâches que fait par exemple un UX designer. Ça vous permet de réguler et de clarifier les rôles. Notamment, ça vous permet en fait d'éviter le piège technique. Pensez que par exemple savoir utiliser Sketch, XD ou Studio, bah, faites quelqu'un un UX designer. Ça aussi, pensez que de savoir utiliser un éditeur de texte fait qu'on sait écrire Le Seigneur des Anneaux. Alors, dernière stratégie, parler la langue de l'entreprise. Ça vous permet de hacker vos explications. À la Société Générale, on est tous sensibilisés sur le risque et la gestion du risque. Et un jour, quand un product owner m'a fait, à la dernière minute évidemment, hein, et si on rajoutait cette feature, c'est super important, et ben, au lieu de me lancer dans des grandes explications de Lean Canvas, de feedback loop, etc., je lui ai dit, Vincent, je ne comprends pas, on a tout testé, tout validé, pourquoi tu as introduit autant de risques sur le projet là? Et il se trouve que dans la vraie vie, Vincent, c'est un trader. Il gère en fait du risque financier au quotidien. Il a tout de suite fait le rapprochement et il a accepté de sortir le produit, d'attendre les retours utilisateurs avant de continuer. Et donc pour conclure sur Paul, c'est vraiment un problème d'organisation, donc vous devez mettre les mains dans le cambouis organisationnel. On va finir sur Audrey. Donc Audrey, c'est la personne qui dit « Tu peux faire un effet waouh ». Ce qu'elle dit aussi, c'est alors moi, je veux un mix entre l'appli A, B et C. Et puis, ce qu'elle dit aussi, et en général, ça c'est un vendredi soir, hein, tu peux m'envoyer des écrans, c'est pour une presse super importante. Je vais vous travailler aussi avec des Audrey. Et donc pour Audrey, contrairement à Jean et à Paul, hein, elle sait que l'UX c'est important, elle le veut. Mais c'est pas tant pour le bien des utilisateurs hein, qu'elle est convaincue, c'est plus par la capacité du design à engager les sponsors dans ses présentations. Et donc ça, c'est un problème de métier. C'est-à-dire qu'on dévie l'usage du design pour camoufler des problèmes business. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser à quelque chose. Le Fire Festival. Est-ce que vous connaissez? Ouais. Il y a un documentaire Netflix super bien, je vous le recommande. Donc le Fire Festival, hein, c'est l'histoire vraie d'une start-up à la base qui, en 2017, s'est dit pour faire la pub de notre app, on va organiser un festival. Ce sera le meilleur festival, il sera élitiste, on va inviter des stars, des influenceurs, etc. Donc ils ont fait de la com sur un super prototype. Mais en fait, ils ont oublié quelque chose. Hein. Ils ont oublié les infrastructures, quelque part le back-end. Et ils se sont retrouvés avec ça, une mise en prod désastreuse. Et d'ailleurs, ça, c'est une vraie photo de l'événement. Et en tant que designer, c'est notre pouvoir. On peut simuler des expériences. Il faut vraiment rester critique sur ce qu'on nous demande. Dans l'équipe, c'est pour ça qu'on référence. Alors moi aussi, j'ai une citation, mais elle est de Spider-Man, enfin plutôt de son oncle. C'est pour ça qu'on dit souvent « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le « me demandez pas, je suis juste designer ». D'autant plus qu'on est dans un monde où on parle de plus en plus de design éthique et de dark pattern. Et ça, pour le coup, c'est un peu ce qui a été évoqué ce matin sur la keynote. Ça implique quoi? Eh bien, la première stratégie, je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est qu'il faut se sensibiliser au business. Et pour ça, j'ai un dernier mème à vous montrer. Google Classique. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est le Google par voie postale. Je crois qu'à la base, c'était un poisson d'avril. Mais c'est le Google, par exemple, où vous posez un timbre, vous écrivez votre requête, vous l'envoyez par la poste et vous attendez 30 jours pour qu'il revienne. Et ça, il y a 30 ans, ça aurait été viable. Hein, parce qu'il y a 30 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais pour savoir quelque chose, il fallait soit connaître les sachants ou aller à la bibliothèque. Donc il y a 30 ans, on aurait très bien pu envoyer ça et attendre.
eh bien, aujourd'hui, personne, évidemment, ne utiliserait un produit comme ça, même s'il est sexy. La deuxième stratégie, c'est vraiment de devenir un allié, être une ressource. C'est plus de l'ordre du jour. Il faut savoir dire non. Et ça, par exemple, ça veut dire que vous devez adapter vos process de design pour prendre en compte eh bien, la stratégie de l'entreprise. Par exemple, à la Société Générale, on parle beaucoup d'open banking. Et ça veut dire quoi? C'est qu'on doit ouvrir nos systèmes. Et l'équipe design refuse des projets qui n'ont pas une stratégie claire sur leur architecture et leurs API. Ça peut sembler très bizarre que des designers parlent d'API, mais ça nous garantit de travailler sur des vraies données et d'être en ligne dans l'ouverture de nos systèmes pour ne plus cloisonner les utilisateurs. Enfin, en tant que designer, vous avez un dernier pouvoir, c'est de faire partie de la solution. C'est-à-dire que vous pouvez designer contre les comportements déviants. Par exemple, Reddit utilise ce qu'on appelle le shadow ban. C'est-à-dire que quand quelqu'un est shadow ban, c'est quelqu'un qui peut continuer à poster, mais c'est le seul à voir. Et en faisant ça, c'est une solution de design à une solution de business, ils réduisent le trolling et les effets de harcèlement. Pour conclure, la prochaine fois que vous râlez « Oh là là, c'est une personne qui ne comprend rien au design », demandez-vous si c'est un problème de culture, d'organisation ou de business. Si c'est un problème de culture, comme on l'a vu, vous avez différentes stratégies, le pied dans la porte, l'effet groupe et l'effet crabe. Si c'est un problème d'organisation, vous avez standardisation des méthodologies, des procédés et la langue de l'entreprise. Et si c'est un problème de business, vous devez vous sensibiliser au business, devenir un allié et faire partie de la solution. J'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser une de ces stratégies. En tout cas, j'attends vos anecdotes. Merci beaucoup. Merci Morgane. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, on va faire qu'une seule question. Je suis désolé. Ça marche. Alors, qui va avoir la question? Et le livre? On verra plus tard. Est-ce qu'il y a une question? Ah oui, c'est vrai que c'est la digestion, donc... Eh ben, il n'y a pas de question, comme ça on peut passer à la suite. Une question là. Ah bah elle est partie, trop tard. Viens me la poser après. On la verra après la question. J'avais une question toute bête. Oui. Qu'est-ce qui a fait le virage entre la carrière d'avant et la carrière d'aujourd'hui? J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui a fait le virage à un moment donné pour devenir UX designer? Eh bien, c'est simple, j'en avais marre d'utiliser des outils mal conçus. Puis c'est vrai. Donc j'ai commencé à faire des tickets, à envoyer mes commentaires par-ci, par-là, et à la fin, j'en avais tellement marre que je l'ai fait moi-même. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de gens comme ça qui se rebellent. Merci Morgane, merci encore. Vous pouvez encore l'applaudir. Merci.